Il devait être exécuté sur la chaise électrique du Texas qu'on surnommait à l'époque Old Sparky, le vieux grille-pain. Mais ça ne s'est pas produit. Il a échappé à la peine de mort à cause d'une décision prise à plus de 1500 km de là, à Washington. The most important dateline tonight is the Supreme Court. A sharply divided court today ruled 5-4 that the death penalty is illegal in the form in which it is generally used today. This will have an immediate effect on the lives of 600 men and women who have been awaiting execution in 31 states. En 1972, la Cour suprême des États-Unis abolit la peine de mort dans l'arrêt Furman contre l'État de Géorgie. Tous les condamnés présents dans le couloir de la mort au Texas et qui attendaient leur exécution, y compris Kenneth McDuff, voient leur peine commuée en réclusion à perpétuité. Certains vont même bénéficier d'une libération conditionnelle. Now the chair probably will become a relic of the past. This is Don McClellan, WSB News. Je suis sûr qu'au moment où la Cour suprême a rendu l'arrêt Furman contre la Géorgie en 1972, personne n'imaginait que des détenus condamnés pour meurtre et qui attendaient dans le couloir de la mort sortiraient un jour de prison. Une fois sa condamnation à mort commuée en réclusion à perpétuité, Kenneth McDuff fait une demande de libération conditionnelle. Ces demandes sont rejetées 14 fois de suite. Finalement, en octobre 1989, soit 23 ans après avoir été condamné à la chaise électrique pour un triple meurtre, Kenneth McDuff se voit accorder une libération conditionnelle. Il ressort libre après être passé par le couloir de la mort. Je n'arrivais pas à le croire. Comment avait-on pu lui accorder une libération conditionnelle après les meurtres qu'il avait commis? Il a échappé à la peine de mort? Ce n'était pas normal. Selon moi, un homme qui avait tué 3 adolescents et violé une jeune fille n'aurait jamais dû être remis en liberté. On savait ce qu'il avait fait dans les années 60 à Fort Worth, au Texas, non loin du terrain de baseball. On le surnommait le tueur au balai. Alors que McDuff a recouvré la liberté, Melissa Northrup, une jeune femme enceinte et déjà mère de 2 jeunes enfants, vient de disparaître en pleine nuit. Elle a été enlevée au Quick Park, une supérette de Waco. On ne connaissait pas tous les détails, mais on était convaincus d'avoir affaire à un tueur en série. Il fallait agir vite. Kenneth McDuff est sorti de prison en mars 1992. On ignore où il se trouve, mais un groupe de 3 hommes, le procureur Bill Johnston, ainsi que les marshals Mike et Parnell McNamara, pensent que McDuff a peut-être recommencé à tuer. Ils sont déterminés à le retrouver. Les gars de Waco, comme je les appelle, sont 3 hommes qui auraient très bien pu naître 100 ans plus tôt. Ils avaient de solides valeurs morales et ils faisaient parfaitement la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ils ont appris que McDuff était en liberté et qu'une employée de supérette avait disparu.
La voiture de Macduff avait été retrouvée non loin de la scène de crime. D'autres personnes auraient peut-être été un peu hésitantes, mais eux ont immédiatement décidé de se lancer à sa recherche. Quand on a reçu ce mandat d'arrêt, on a tout de suite cherché à identifier les personnes qui gravitaient autour de Macduff. Ses amis, d'anciens codétenus et ainsi de suite. Mais on ne pouvait pas le faire entre 9 et 17 heures. Ces gens-là ne se lèvent pas avant 17 heures. On était obligé d'attendre le soir, jusqu'à minuit, pour les voir apparaître. Ces gens ne vivent pas au Ritz-Carlton. Il faut aller dans les hôtels les plus miteux, les bars et les endroits les plus malfamés, les ruelles sombres, là où on trouve les prostituées et où ça grouille de dealers. Le procureur fédéral Bill Johnston et les McNamara sillonnent les bas-fonds du centre du Texas. Ils interrogent d'anciens détenus au casier judiciaire bien fourni. Ils cuisinent les dealers de crack, interrogent des prostituées. C'est un univers vraiment glauque, mais c'est là que Macduff vit et se sent chez lui. Il y retrouve d'anciens détenus. Pour justifier ma présence, j'étais là pour interroger des témoins qui pourraient nous renseigner sur des affaires susceptibles de constituer des infractions fédérales. J'ai choisi ce métier parce que j'ai vu mon père, un procureur d'État, accompagner régulièrement le shérif du comté de Dallas. Je savais que pour lui, c'était une vocation, pas juste un travail. Mon père a travaillé sur toutes sortes d'affaires, notamment celle de Jack Ruby, et bien d'autres encore. Ma mère est morte quand j'avais 7 ans, et j'ai idéalisé mon père. Quand j'avais 17 ans, un événement s'est produit. Je travaillais dans un supermarché de Dallas. Une nuit, j'étais censé être au travail. Je m'étais fait remplacer par un jeune collègue, et le magasin a été la cible d'un vol à main armée. Un des employés a été tué, et il a tiré sur celui qui m'a remplacé. Ça m'a terrifié. Pourtant, malgré cette peur, j'ai commencé à ressentir le besoin de mettre un terme à cette violence. Et après ce que Macduff avait fait à ses enfants à Fort Worth, je devais le retrouver. Une occasion d'arrêter un tueur en série? Mon Dieu! Quel membre des forces de l'ordre ou quel procureur laisserait passer l'occasion d'empêcher un criminel de tuer? Le procureur Bill Johnston et les marshals Parnell et Mike McNamara ne sont pas les seuls à rechercher le tueur en série, Kenneth Allen Macduff. Le 3 mars, quelques jours après la disparition de Melissa Northrup, la mère de Kenneth Macduff, Addie Macduff, qu'on surnomme Pistol Packing Mama, signale sa disparition au bureau du shérif du comté de Bell, qui est situé juste au sud de Waco. Cet avis de disparition arrive sur le bureau de l'enquêteur Tim Steglich. On nous a signalé la disparition de Kenneth Allen Macduff. J'ai alors consulté son casier judiciaire et j'ai découvert qu'il avait bénéficié d'une conditionnelle après un triple homicide commis en 1966. Il n'était pas rare que des personnes en conditionnelle s'enfuient et envoient quelqu'un signaler leur disparition. C'est un vieux truc. Si vous voulez partir en cavale et échapper aux contraintes de la conditionnelle, vous envoyez un membre de votre famille dire que vous avez disparu, en espérant alors que la police croira que vous êtes mort. C'est l'ancienne maison des Macduff. Je suis venu ici pour interroger Addie Macduff sur la disparition de son fils. J'ai commencé à parler à Madame Macduff. Monsieur Macduff était assis dans le salon.
Elle n'arrêtait pas de dire qu'il était sûrement mort. Pour moi, ce n'était pas une réaction normale. Il n'avait disparu que depuis quelques jours. C'était comme si on lui avait dicté son texte. Elle a parlé 90% du temps. Je ne m'adressais qu'à elle, car dès que M. Macduff commençait à parler, elle lui coupait la parole. Elle était agressive et antipathique. Quand vous entrez à l'école de profilage du FBI, une des choses que vous apprenez est que la grande majorité de ces tueurs en série ont une mère excessivement autoritaire. C'était la parfaite caricature de la mère d'un tueur en série. Je lui ai demandé de me faire visiter la maison pour essayer de trouver un indice qui me mettrait sur une piste. Elle m'a emmené dans la chambre de Kenneth. J'ai vu des bottes de cow-boy, ce qui indiquait qu'il fréquentait l'établissement d'enseignement professionnel de Waco. Il devait sûrement travailler le métal comme il l'avait appris en prison. Et il y avait un pick-up rouge dans le garage. Le pare-brise était endommagé du côté droit, côté passager. J'étais sur mes gardes. Kenneth était un homme extrêmement violent. Je restais constamment dos au mur, même si j'étais presque sûr qu'il n'était pas là. Sinon, elle ne serait pas allée signaler sa disparition. Il avait été condamné pour 3 meurtres en 1970, avant d'obtenir une conditionnelle en 1989. Quand je voyais ce genre de casier, je savais que la personne avait toutes les raisons de vouloir disparaître. Quand je suis arrivé au Capitole de l'État du Texas en 1990, on baignait littéralement dans le sang. Cet État subissait une violente vague de criminalité. Ça faisait constamment les gros titres. Elle était causée par des détenus qui avaient bénéficié d'une libération conditionnelle. Je me suis alors demandé pourquoi on en était arrivé là. À l'époque, la perpétuité sans libération conditionnelle n'existait pas dans cet État. Et à cause de la surpopulation carcérale, les prisons ont été plongées dans un véritable chaos. Le Texas devait construire de nouvelles prisons. Pas quelques-unes de plus, mais beaucoup plus. Pendant des années, l'État n'a pas respecté les ordonnances fédérales pour accroître le parc carcéral. Il ne voulait pas augmenter les impôts. Pourtant, ces mêmes élus disaient vouloir lutter contre la criminalité et ils ont institué des peines plus longues. Mais il n'y avait pas de place pour garder les détenus longtemps. Je voulais comprendre ce qui se passait. Je cherchais des réponses. Je suis allé au Capitole pour couvrir les travaux de la législature du gouvernement du Texas. Mais à côté de cela, je cherchais à comprendre ce qui se passait. Il y avait cette violente vague de criminalité, et je ne pense pas que les politiques cherchaient à en comprendre l'origine. Personne ne semblait s'en soucier, excepté le sénateur Ted Lyon. C'était le président de la commission de la justice pénale. Un jour, j'ai reçu une convocation urgente pour me présenter à son bureau. Il tremblait de colère. Il avait une liste de plus de 60 ex-condamnés à mort qui avaient bénéficié d'une conditionnelle. Macduff en faisait partie. Mais il était surtout préoccupé par un détenu du nom de Leonardo Lopez. Lopez et un complice avaient pris 5 policiers en otage à Dallas et avaient abattu 3 d'entre eux. Lyon était totalement révolté. Avant d'entrer à la faculté de droit et d'être élu à la législature du Texas, il avait été agent de patrouille dans une banlieue de Dallas et il avait exécuté des mandats avec un des policiers assassinés. Il en faisait donc une affaire personnelle.
Plus tard, je suis devenu président de la commission sénatoriale de la justice pénale et j'ai découvert qu'ils avaient accordé la libération conditionnelle à Leonardo Lopez, un détenu condamné pour le meurtre de 3 policiers. Ils ne les avaient pas tués dans une fusillade, mais exécutés. Ils étaient à genoux et ils les avaient abattus. Inimaginable. J'étais en rage. J'ai cherché un allié dans la presse qui ferait éclater ce scandale. Il m'a dit, voilà la liste. Vous devez divulguer cette affaire. The parole of police killer Leonardo Lopez outraged the Senate Criminal Justice Committee. Texas Senator Ted Lyon, Je dévoile l'affaire et cela déclenche une onde de choc dans tout l'État. Tous les shérifs de l'État du Texas appellent immédiatement le gouverneur. Face à l'indignation que cela suscite, le sénateur Lyon organise des auditions. Il réunit les membres du comité des libérations conditionnelles qui ont accepté de libérer Leonardo Lopez, le tueur de policiers, et il exige des explications. C'était ici, dans l'enceinte du Sénat. J'étais stupéfait en entendant ce que ces personnes prétendument sages pouvaient répondre. We are raking the bottom of the barrel, Senator. We must let these people go every day. We must let these people go. We have no choice, Senator. C'était une audition enflammée. Le sénateur Lyon se mettait parfois à crier. And how many people would he have to kill before you wouldn't let him out? Crude as it might be, Senator, you know we cannot keep everyone. If we see 10 people, we're letting 8 of them go, Senator. Au cours de cette audience qui a bouleversé tout le monde, un des membres du comité a fini par admettre la vérité après avoir été interrogé par le sénateur Lyon. Il libérait 150 détenus par jour, 750 par semaine. Ils ont d'abord libéré des gens condamnés pour chèques sans provision, détention de drogue et vol de voiture. Mais après, ça a été le tour des détenus les plus dangereux. Et parmi eux, il y avait Kenneth Allen McDuff. Il pouvait libérer 100 personnes par jour, et c'est ce qui se passait. Mais il était impensable de libérer des meurtriers, des violeurs et des tueurs de policiers. Le sénateur Lyon a fait témoigner James Granberry, le président du comité, qui était aussi un ancien candidat républicain au poste de gouverneur. C'est lui qui prenait toutes les décisions concernant la libération de ces détenus. Le sénateur Lyon a interrogé Granberry. Il l'a mis sur le grill pendant cette audience. Granberry s'est défendu en disant qu'il n'avait pas de boule de cristal. Il faisait de leur mieux et choisissait des prisonniers modèles. Il n'avait aucune objection sur le plan moral. En dépit de leur passé, il espérait qu'ils avaient changé. Je me suis dit qu'il y avait un énorme problème. Y a-t-il autre chose? Que cachait-il d'autre à la population? J'ai commencé à chercher. En passant la liste au crible, un nom m'a marqué. Kenneth Allen McDuff. McDuff avait commis 3 meurtres et personne n'aurait jamais imaginé qu'il obtiendrait un jour une conditionnelle. Mais c'est ce qui s'est passé. Il a été libéré en 1989. Cette nouvelle a été un énorme choc pour la famille de Robert Brand, un des 3 adolescents assassinés 23 ans plus tôt, en 1966. Au moment de sa libération conditionnelle, ma mère m'a appelé pour me dire « Ton père a pris son arme et il est parti pour Rosebud. Il espérait le trouver et le tuer. » And I went all the way around that McDuff's home down there, boy. I mean, I had plenty of guns, plenty of ammunition, and I had plenty of time to do it. I've never seen a living soul a long time I was down there. Sheriff Paplin, merciful man, he caught me and took all my guns away from me and sent me home. On ne savait pas qu'il était sorti avant son arrivée à Rosebud.
Un jour, Kenneth Macduff est venu à l'épicerie où on avait l'habitude d'aller boire un café le samedi matin. Il est entré, le propriétaire l'a servi, puis il est venu nous dire « Vous savez qui c'était ?» On a répondu non, et il nous a dit « C'est Kenneth Macduff, il est sorti de prison. » Ma fille s'entraînait pour une rencontre d'athlétisme. Ma femme est sortie et lui a crié de rentrer à la maison. « Macduff est libéré! Macduff est libéré !» Je dormais avec un fusil chargé au pied du lit. Les gens étaient terrorisés. La nuit, tout le monde avait un couteau ou des ciseaux dans sa voiture. Même ma femme. On avait déconseillé à Macduff de venir à Rosebud parce que la population avait peur de lui. Elle ne voulait pas le voir. Elle ne voulait pas qu'il vienne, mais ça ne l'a pas empêché de le faire. Il était assis sur un trottoir et deux jeunes noirs sont passés par là en discutant entre eux. Il s'est levé et il a commencé à mal leur parler. Il leur a dit « Espèce de sale noire, vous pensez que le monde vous appartient? C'est faux. Je vais vous le prouver. » Il a sorti un couteau et il a poursuivi ces jeunes. Il voulait s'en prendre à eux. Ça m'a mis en colère. Ces jeunes n'ennuyaient personne. Je lui ai dit « Ça se fait pas ici, on tolère pas ça. » Je lui ai dit de ranger son couteau et de s'en aller. Une plainte est déposée. Il est arrêté. Sa libération conditionnelle est révoquée. Il est renvoyé en prison. En 1990, il bénéficie d'une nouvelle libération conditionnelle. Ils l'ont laissé sortir non pas une, mais 2 fois. C'était incompréhensible. Les habitants de Rosebud disaient que Madame Macduff avait dû soudoyer quelqu'un. Avec son argent, elle avait corrompu quelqu'un. Votre foi dans le système est ébranlée. Le 18 décembre 1990, Kenneth Macduff est à nouveau libre. Libre de tuer. Quand Macduff sort de prison, comme beaucoup d'anciens détenus, il fait semblant de jouer le jeu. Il essaie de duper son agent de probation. Il veut montrer qu'il se comporte correctement et qu'il fait tout pour se réinsérer. Il s'inscrit dans un établissement d'enseignement professionnel. Pour Macduff, c'était l'occasion d'avoir un logement, un endroit à soi, et de bénéficier d'une allocation. Il se retrouvait aussi avec des jeunes gens qu'il pouvait facilement intimider. Macduff a passé la majeure partie de sa vie en prison. Alors quand il sort au début de la quarantaine, il a la même maturité affective qu'à l'époque de son incarcération. C'est celle d'un adolescent. C'est difficile à croire, mais il a figuré au tableau d'honneur lors d'un des semestres auxquels il a participé. Sa mère était très fière de lui. Elle racontait à tout le monde qu'il était bien décidé à devenir mécanicien et qu'il suivait des cours pour ça. Pendant cette période, en mai 1991, il trouve un travail de nuit dans une supérette appelée Quick Pack. Il travaille avec le mari de Melissa Northrup, qui est également employé dans cette supérette. Elle disparaîtra environ 1 an plus tard. Elle était très sympathique avec lui. Elle lui préparait même des sandwichs. Elle lui donnait des biscuits, des sandwichs et d'autres choses. Il se vantait tout le temps. Il pouvait cambrioler n'importe quelle supérette parce qu'il travaillait dans l'une d'elles. Il savait que ces endroits n'avaient pas de système de sécurité. Il y avait une jeune femme dans un de ces Quick Pack, Melissa Northrup. C'était une très belle jeune femme. Il disait qu'il pouvait l'enlever à tout moment.
C'était un vrai prédateur. Il en avait le comportement, il était constamment en chasse. Pendant toutes ces soirées, il sillonne l'autoroute 35. Il est à la recherche de dealers qu'il pourrait détrousser. Il raconte qu'il va abattre des vendeurs de crack pour leur voler leur drogue et leur argent. Il sillonne aussi un endroit de Waco qui s'appelle The Cut. C'est juste à côté de l'autoroute. C'est un marché à ciel ouvert pour la drogue et la prostitution qui ne ferme jamais. Il est à la recherche de prostituées qu'il pourrait facilement enlever. Elles sont de passage et personne ne remarquera leur disparition. Si l'une d'elles montait dans le pick-up de Macduff, ce serait son tout dernier voyage. En octobre 89, environ une journée après sa libération conditionnelle, selon les enquêteurs, il aurait fait sa première victime, une travailleuse du sexe afro-américaine. Elle s'appelait Sarafia Parker. À partir de là, tout au long de l'autoroute 35, on va commencer à trouver des cadavres. Brenda Thompson était une prostituée de ce quartier de Waco. Brenda est montée avec Macduff. Mais la situation a tout de suite dégénéré. Brenda s'est doutée de quelque chose et elle a voulu descendre. Il était très grand et il avait des mains énormes. Il pouvait sûrement tuer quelqu'un en 5 secondes. Brenda a voulu descendre. Brenda Thompson avait dit à d'autres prostituées que si elle se faisait attaquer, elle se défendrait de toutes ses forces et elle essaierait de casser le pare-brise. Elle l'a dit à tout le monde. Il avait totalement le dessus. Elle ne pouvait pas se défendre. Elle ne pouvait que donner des coups de pied dans le pare-brise. Macduff est passé devant un barrage de la police de Waco. Ils ont vu Brenda Thompson donner des coups de pied dans le pare-brise. Macduff a continué son chemin. Il a pris une rue à sens unique, mais en contresens. Il a éteint ses feux alors que Brenda continuait à hurler. Elle voulait sortir de cette voiture, mais c'était impossible. Elle n'est pas descendue. Elle n'est jamais descendue. On se demande si les policiers ont réellement tenté de l'arrêter ou s'ils ont fait preuve de passivité. Encore une travailleuse du sexe qui se dispute avec un client. Il menait une double vie. Il était inscrit dans un établissement d'enseignement professionnel. Il prétendait vouloir devenir soudeur. Mais pendant tout ce temps-là, il sillonnait The Cut à la recherche de prostituées qu'il pourrait enlever, violer et assassiner. On a commencé à examiner le nombre de femmes qui avaient disparu et qui avaient pu être en contact avec Macduff. Il y en avait beaucoup. On recensait une dizaine de disparitions. Je cherchais à comprendre comment tous ces détenus violents, dont certains avaient été dans le couloir de la mort, avaient pu être libérés. C'est là que j'ai obtenu un renseignement de sources policières. Des marshals de Waco recherchaient l'auteur d'un triple meurtre, Kenneth Macduff. Pour eux, c'était le principal suspect dans l'enlèvement de Melissa Northrup, qui avait disparu d'une supérette de Waco en pleine nuit. J'ai divulgué cette information et ça a fait bouger les choses. His old cellmate says Macduff randomly abducts any female that appears vulnerable.
Je passe au journal télévisé de 10 heures. Le lendemain matin, mon téléphone sonne. C'est Barbara Carpenter, et elle me dit qu'elle a reconnu l'homme qui a assassiné sa fille dans le journal d'hier soir. Elle m'explique ensuite que sa fille, Regenia Moore, une travailleuse du sexe, avait été vue pour la dernière fois en vie avec Macduff dans son pick-up et qu'elle était allée voir la police de Waco. Mais personne ne l'avait vraiment écoutée. J'ai immédiatement rassemblé mon équipe et on est tout de suite parti à Waco. Barbara était serveuse dans un relais routier. On l'a rencontrée et elle m'a dit que quelques mois plus tôt, elle était allée avec son mari dans l'établissement où Macduff suivait des cours et qu'il lui avait parlé. Elle nous a dit qu'à leur arrivée, ils avaient vu son pick-up rouge. Le pare-brise était cassé. C'est dans ce même pick-up que Brenda Thompson a été vue pour la dernière fois quand elle se débattait de toutes ses forces. Il était là. Son mari nous a rejoints et on est allé à la résidence universitaire jusqu'à la chambre de Macduff. Là, elle nous a raconté tout ce qu'elle avait vu. Ils lui ont parlé de leur fille, Regenia Moore. Ils lui ont dit qu'elle avait été vue pour la dernière fois avec lui. Threw his hands up in the air and started hollering, "Don't pin this on me, don't pin this on me." Par la suite, son comportement les a effrayés. And when I saw him in that room, I knew he killed my daughter. J'ai interrogé des étudiants qui le connaissaient. Et l'un d'eux m'a raconté que Macduff lui avait parlé d'enlever une employée de supérette et qu'il voulait tuer des femmes. Ils pensaient tous qu'il était complètement déséquilibré. Mais aucun d'entre eux n'en a parlé à l'établissement scolaire. Personne ne l'a signalé à la police. Ils avaient tous peur de lui. Ils étaient terrorisés. Barbara Carpenter est allée voir la police, mais personne ne l'a vraiment écoutée. Elle m'a dit que les seules personnes à l'avoir écoutée étaient Bill Johnston et deux Marshall. C'est tout. Personne d'autre ne s'est intéressé à elle. Pendant que les frères McNamara et Bill Johnston cherchent dans tout Waco la moindre trace de Kenneth Macduff, 160 kilomètres plus au sud, la capitale du Texas, Austin, est encore sous le choc après 2 crimes non résolus. La ville d'Austin était autrefois une ville universitaire paisible. Dans les années 90, la plupart des gens la voyaient comme une ville sûre et agréable. Il y avait beaucoup d'insouciance. L'atmosphère de la ville était agréable et on se sentait en sécurité. On ne se sentait pas menacé. Mais tout à coup, la situation a basculé. It's considered one of the most violent crimes Austin has ever seen. 4 teenage girls shot, then left to burn in a deliberate fire. Il y a eu un incendie dans un magasin de yaourts glacés tard le soir, dans une zone commerciale du nord d'Austin. Sur place, les pompiers ont découvert les corps de 4 jeunes femmes. Ça a été un choc. Ces meurtres ont eu lieu là où des familles venaient faire leurs courses, pas très loin de la chaîne où je travaillais. Sur cette scène de crime, on a retrouvé 4 adolescentes assassinées. Ça a été un événement très, très difficile à couvrir. Il y avait beaucoup de peur, parce que les meurtriers étaient très violents.
Les victimes étaient des enfants. Et on ne pouvait pas croire que ça soit arrivé à Austin. Tout le monde a des enfants, des adolescents, alors ça a touché énormément de gens. À la fin du mois de décembre, un autre drame a provoqué un choc dans toute la ville. On roulait avec mon frère dans ma voiture. Il était au volant et j'étais assis côté passager. On voulait tourner à gauche dans la rue Powell, une rue à sens unique qui mène sur la 5e. Au moment de tourner, on a vu qu'une voiture arrivait en sens inverse. Elle venait de la 5e et elle se dirigeait vers la 6e. On a continué et on s'est arrêté à l'intersection pour attendre que la voiture passe. Mais elle s'est arrêtée au même endroit. Le passager et le conducteur se sont penchés en avant pour regarder à gauche et à droite. Ils ne savaient pas quoi faire. Ça a duré plusieurs secondes. Apparemment, ils étaient perdus. Ils ont fini par prendre à gauche sur la 6e rue devant nous. Mon frère et moi sommes arrivés à destination dans la rue Powell. On était sous le porche depuis 1 minute ou 2. On a entendu un cri. Il venait de la station de lavage auto de l'autre côté de la rue Powell, dans la 5e rue. On a vu une voiture en sortir à toute vitesse. Elle a pris à droite, dans le mauvais sens. Elle a pris la direction ouest au lieu de l'est. J'ai compris que c'était la même voiture qu'on avait croisée, parce qu'il roulait sans vraiment savoir où aller. On a appelé la police, apparemment c'était un enlèvement. On a ensuite marché jusqu'à la station de lavage en attendant la police. Et là, on a vu la voiture qui était en cours de lavage. La portière était légèrement entrebâillée et il n'y avait plus personne. Quand j'ai vu qu'il restait de la mousse sur la carrosserie, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Quand la police a fouillé la voiture, ils ont trouvé son sac à main à l'intérieur. On ne savait pas où était la conductrice. C'était un enlèvement, un kidnapping. La victime avait 28 ans et s'appelait Colleen Reed. J'ai appris que Colleen avait disparu le lundi matin. À l'époque, je travaillais pour la ville d'Austin. Oliver, son petit ami, son fiancé en fait, a appelé au bureau. Il m'a demandé si je savais où était Colleen. J'ai ri et j'ai répondu « On est lundi matin, elle est au travail ». C'est lui qui m'a annoncé qu'il s'était passé quelque chose et que Colleen avait disparu. C'était effrayant parce que ça aurait pu arriver à n'importe qui. Elle menait une vie tout ce qu'il y a de plus banal. Ça aurait pu arriver à n'importe laquelle de vos connaissances. Quand la nouvelle a été rendue publique le lendemain, il y a eu un nouveau vent de panique à Austin. Que se passe-t-il? Tout à coup, on est face à une vague de criminalité. On ne connaît ni les auteurs, ni leur mobile. Une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites de toute ma vie a été d'annoncer à mes parents que Colleen avait disparu et qu'on ne savait pas où elle était.